il me paraît essentiel qu'il y ait des gueux ignorants. Ce n'est pas le manœuvre qu'il faut instruire, c'est le bon bourgeois, c'est l'habitant des villes. Quand la populace se mêle de raisonner, croyez-moi, tout est perdu. Voltaire, 1766. Lettre à Damy Laville. Alors, puisqu'on enseigne de moins en moins les classiques à l'école, je me suis dit qu'il était bon entre nous d'y revenir un petit peu. Alors, je continue. Un siècle plus tard, en 1867, Jules Ferry, à qui on doit l'école laïque et gratuite et obligatoire, écrivait, dans un ouvrage qui s'appelle La philosophie positive, « On ne se révolte pas contre ce qui est. La concentration des capitaux est un fait certain. On n'engage pas contre cette tendance générale une lutte impossible et dérisoire. » Et dans ses lettres aux instituteurs concernant l'enseignement de la morale laïque, il conseillait de profiter de la docilité des enfants pour leur apprendre cette bonne et antique morale que nous avons reçue de nos pères et de nos mères sans nous mettre en peine d'en discuter les bases philosophiques. Enfin, à la même époque, Émile Boutmy, fondateur de Sciences Po, écrivait « La démocratie ne reculera point. Contraintes de subir le droit du plus nombreux, les classes qui se nomment elles-mêmes les classes les plus élevées ne peuvent conserver leur hégémonie politique qu'en invoquant le droit du plus capable. Il faut donc que derrière l'enceinte croulante de leurs prérogatives et de leurs traditions, le flot de la démocratie se heurte à un second rempart. » Évidemment, le second rempart, ce sera Sciences Po. Alors, s'il ne faut jamais se fier aux apparences, une chose est sûre, c'est qu'il n'y a pas plus politique que l'éducation. Et c'est utile de se le remémorer quand on a vu arriver il y a 1 an et demi au ministère de l'Éducation nationale Jean-Michel Blanquer, qui s'est défendu de toute démarche politique de droite ou de gauche, faisant valoir avant tout son expérience d'homme de terrain, ancien directeur de l'ESSEC, ancien recteur de Guyane et de Créteil, un homme très apprécié du terrain du reste. Donc, quel est le bilan de M. Blanquer après 1 an et demi d'exercice ? Pour décrypter ça, il faut d'abord qu'on fasse un petit bilan, un petit état des lieux de notre école. Pas très brillant. Selon les derniers classements internationaux, Teams et Pearls, la France serait 35e sur 50 pays dans la compréhension de l'écrit et dernière sur 19 dans l'enseignement des mathématiques. Donc 42% des élèves en mathématiques auraient une maîtrise fragile, voire de grandes difficultés à la sortie du primaire. Selon Jean-Michel Blanquer lui-même, multiplier 35,2 par 100 représenterait un obstacle majeur pour la moitié des élèves de CM2. Et en français, si dans les tests, les élèves répondent assez bien à tout ce qui relève de l'explicite, en revanche, ils échouent en grande majorité à comprendre les nuances de langue et l'implicite. Je vous donne un exemple. Si dans un texte, le narrateur raconte que le personnage gravit un volcan qui gronde, un certain nombre d'élèves seront tentés de penser qu'un monstre se cache dans le volcan. Pourquoi ? Parce qu'ils ne perçoivent plus le caractère métaphorique de l'utilisation du verbe gronder. Alors je peux vous dire qu'il y a 1 an et demi, quand M. Blanquer est arrivé au pouvoir, j'ai été soulagée. Et vraiment soulagée. Et je ne crois pas avoir été la seule. Et avec lui, la nouvelle présidente du Conseil supérieur des programmes, Souad Ayada, parce qu'ils ont pris acte, enfin, de cet état d'urgence. Et surtout parce qu'ils ont décidé, enfin, de mettre fin, et sans a priori en rejeter la notion légitime de plaisir d'apprendre et de découvrir qui était associée, la méthode néo-pédagogiste qui a largement contribué depuis 30 ans à ces résultats désastreux dans l'école. Cette méthode pédagogiste, totalement théorique, refusant toute contrainte et tout rapport hiérarchique dans l'enseignement, et au nom de laquelle a progressivement été évincée l'exigence dans les systèmes de notation, la chronologie en histoire, une grande partie de la géométrie au collège, fortement déconseillé aussi les cours de grammaire, l'emploi du passé simple à toutes les personnes, ainsi que la lecture d'œuvres longues et d'auteurs classiques, puisque l'enseignant doit s'adapter au référentiel culturel de l'enfant. Et donc c'est toujours mieux d'étudier un comics ou une série télé que Victor ou Hugo ou Flaubert, parce que ça c'est has-been et que les enfants ne comprendraient pas. Avec pour résultat que malgré l'impératif de 80% de réussite au bac par classe d'âge qui a été imposé, chaque année, environ 150 000 jeunes décrochent avant le diplôme et 40% des étudiants échouent à l'université au bout d'1 an. Et la conséquence de ça, moins visible, moins comptable dans les chiffres officiels, mais plus tragique, c'est que si on a voulu les rendre plus autonomes dans les apprentissages, les jeunes sont devenus en fait plus dépendants et plus vulnérables que jamais.
répondant de moins en moins aux prérequis pour entrer en fac ou sur le marché du travail. Par exemple, l'endurance, le respect des contraintes, les capacités de calcul simples ou la structuration de sa pensée par écrit. Au point qu'il y a beaucoup de chefs d'entreprise qui ne parviennent plus à les garder ou qui doivent, comme les universités, organiser sur le tas des remises à niveau d'urgence. Et c'est sans parler de l'irrespect grandissant pour toute forme d'autorité et de collectif, et je ne parle même pas de la question de la laïcité ou de la violence à l'école, y compris envers les enseignants, de l'incapacité croissante chez les nouvelles générations à se repérer dans le temps long de l'histoire et dans l'histoire des idées, et donc à avoir un véritable référentiel de jugement en dehors d'une simple opinion, qui est souvent arbitraire et auto-centrée. Alors voici quelques-unes des mesures de bon sens qui ont été réintroduites par Blanquer et pour lesquelles j'ai été soulagée il y a 1 an et demi et que Jacques Cheminade avait défendu dans son projet 2017. Réaffirmation du rôle des acquis fondamentaux en français et en maths, dédoublement des classes de CP, CE1, tests d'évaluation à différents niveaux pour faire du soutien sur mesure, stage de rattrapage pendant les vacances, dispositif devoir fait au collège pour éviter le poids des inégalités à la maison, retour à la méthode syllabique, d'apprentissage de la lecture, réaffirmation du rôle de la grammaire, du par cœur, de la lecture des œuvres longues et toutes sortes de stratégies et de dispositifs pour redonner le goût et la culture de la lecture aux enfants. Enfin, défense de l'approche main à la pâte, comme il le dit lui-même en sciences, et même de la méthode Singapour en calcul, permettant d'aller davantage via le jeu du palpable, du concret vers l'abstrait et pas l'inverse. Ensuite, il y a l'interdiction du téléphone portable au collège. Il y a, comme vous le savez, la chorale à l'école. Et d'ailleurs, à ce propos, voici ce que Jean-Michel Blanquer dit dans son livre, qui s'appelle « L'école de la confiance », dans son dernier livre. Un livre qui d'ailleurs a emporté à peu près 90% de mon adhésion, c'est pour dire. Je cite, « Il est important de retrouver un équilibre entre le vrai, le bien et le beau. C'est l'antidote au relativisme. Nous n'y parviendrons qu'en défendant la science et la culture, mais aussi en nous donnant droit à une transcendance. Aussi, l'école, creuset républicain, doit se constituer en matrice de cet idéal. » C'est presque schillerien. Hein. Alors ensuite, il y a rétablissement des langues anciennes et des classes bilingues, prime pour les enseignants en REP. Mais là, c'est juste pour les enseignants en REP. C'est là où, par contre, Jacques Cheminade avait demandé une revalorisation de 20% pour le salaire de tous les enseignants. Et c'est là qu'on arrive aux choses qui fâchent. Parce que voilà, la rentrée 2018 est arrivée, et avec elle, le budget 2019. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail de la baisse du volume horaire d'enseignement et surtout du nombre de personnels non prévus pour chaque dispositif ou chaque nouvel enseignement prévu par M. Blanquer, ou alors aussi le nombre de bénévoles qui a été prévu pour faire face aux besoins. Je dirais juste que si 1800 à 1900 postes seront créés dans le primaire, principalement pour répondre aux dédoublements, ces dédoublements n'auront lieu que dans les REP, donc les réseaux d'éducation prioritaire, soit pour la rentrée 2019, ça représentera 12% seulement du total des classes. Alors que de plus en plus nombreuses sont les classes en dehors des REP qui sont confrontées aux cas difficiles, au manque de moyens et aux fermetures de classes, y compris en zone rurale. Je dirais juste aussi que 2650 postes seront supprimés dans l'enseignement public secondaire en 2019, alors que là où se multiplient dans les collèges et les lycées déjà les heures sup, les burn-out, les démissions, les suicides, et ça c'est un grand tabou de l'éducation nationale dont on ne parle pas, la crise du recrutement qui abaisse considérablement le niveau des enseignements et le nombre de contractuels, on sait qu'il faudra de toute façon répondre à une augmentation constante du nombre de collégiens jusqu'à au moins 2022. Donc supprimer des postes dans le lycée et le collège, c'est complètement hallucinant. Mais s'il n'y avait que cela. Repensons aux savoirs fondamentaux. Je vous en ai parlé tout à l'heure, notamment pour le mathématique et les français. C'est un grand leitmotiv de Blanquer, sur lequel il insiste énormément. Je vais vous demander aussi un petit peu de mémoire et de repenser à ce que je vous ai cité au début, aux réflexions de Voltaire et de Jules Ferry, à cette populace qu'il est dangereux de faire raisonner, et à ce laboureur qu'il ne faut pas instruire, à ces bons élèves malléables à qui on apprend correctement les bases, mais auxquels on ne prend pas la peine d'envisager les sous-jacents philosophiques. Et alors voilà, comment le syndicat CGT Éducation a commenté la réforme de l'enseignement professionnel de Blanquer. Je cite, parce qu'il a réformé beaucoup de choses en 1 an et demi déjà, M. Blanquer. « À quoi bon des connaissances littéraires ou historiques ?
À quoi bon développer la logique de raisonnement et la culture scientifique quand le but est de former la main-d'œuvre directement utile et employable pour le patronat? Parce qu'il faut savoir que dans l'enseignement professionnel, d'une part, les entreprises vont avoir un rôle de plus en plus prépondérant et empiéter sur les régions pour gérer les filières d'apprentissage ou d'enseignement professionnel, et que d'autre part, sur un cycle, l'élève perdra environ, selon CGT Éducation, un trimestre de volume horaire, et que la perte touchera principalement les matières générales, auxquelles de surcroît on assignera la seule mission de maîtriser les fondamentaux, français et maths, en co-intervention avec l'enseignement professionnel, donc de manière ciblée et utilitariste, et non plus avec la mission d'émanciper par le savoir le futur citoyen qu'est l'apprenti ou le lycéen professionnel. Et pire, à cette logique utilitariste des savoirs fondamentaux est en fait associée celle de compétence, puisée dans le langage de la formation professionnelle. Et cette notion de compétence, qui est une notion réductrice, qui est en opposition totale avec celle générale et émancipatrice de connaissance, en fait, a fait son entrée dans les programmes scolaires, on la voit distillée un peu partout, depuis plus de 10 ans, et notamment via les préceptes de l'OCDE. Et là, je vous renvoie, en fait, avec ces histoires de savoirs fondamentaux et de compétences, aux réformes Fillon en 2005 et au socle commun de connaissances de Xavier Darcos en 2007, qui avait provoqué d'ailleurs un tollé à l'époque, accusant d'abaisser le niveau. Alors n'oublions pas que Blanquer a travaillé au cabinet de Gilles de Robien, voilà, à l'Éducation nationale, puis en tant que directeur général de l'enseignement scolaire en 2009 auprès de Luc Châtel, qu'il est un proche de Juppé, de Barouin et du très libéral groupe de réflexion Institut Montaigne, créé par Claude Bébéard d'AXA Assurance. Or, Blanquer a un autre point commun avec ses Fillon et ses Darcos, c'est la réforme du lycée, ce qu'on appelle le lycée modulaire. À l'époque, eux aussi avaient échoué là-dessus. Et à l'instauration de 40% du très rentable bac en contrôle continu. Alors pour le rappel, les pays de l'OCDE, pour eux, c'est chose faite. D'ailleurs, Darcos a bossé pour l'OCDE. Il a été ambassadeur entre deux ministères. Et par exemple, en Allemagne, la part du contrôle continu dans le bac est de 66% et en Suède de 100%. Alors désormais, il n'y aura plus de séries. Ce n'est pas forcément une chose en soi inintéressante, mais ce sera des parcours à la carte, avec un tronc commun, puis des majeurs et des mineurs. Ce ne sera plus des trimestres, ce sera des semestres, comme à la fac, et on pourra changer en cours d'année. Alors si sur le terrain, on se demande toujours comment ça va être gérable, si les enseignants ne vont pas devenir eux-mêmes modulables, il y a autre chose. C'est que dans une note de service de la Direction générale de l'enseignement scolaire, que s'est procuré le magazine L'Étudiant, on a découvert en fait que seuls 7 modules, 7 spécialités, majeures mineurs sur 12, devront être accessibles sur un périmètre raisonnable de lycée. En gros, on sera loin dans chaque lycée d'avoir toutes les spécialités, mais vraiment très loin. Donc, remise en cause totale, dans un contexte où Blanquer veut par ailleurs augmenter leur autonomie, mais à budget contraint, du principe d'égalité entre établissements. Et remise en cause totale du principe d'égalité des chances, dont Blanquer se fait pourtant l'ardent défenseur, lui qui a travaillé au rectorat de Guyane et de Créteil, et qui en fait tant pour les REP. Et puis dans le même temps, il y a eu le fameux dispositif qui a été mis en place l'année dernière de Parcoursup, où les universités en tension seront fortement incitées, malgré ce qui est prétendu, et c'est déjà commencé, à sélectionner les lycéens sur dossier. Et comme les options proposées et les critères de notation, contrôle continu oblige, vont différer d'un lycée à l'autre, impossible que la discrimination n'ait pas lieu pour l'entrée en fac. Alors voilà, on y est, au second rempart que devra constituer pour la démocratie l'enseignement supérieur. Bien mieux, beaucoup bien mieux que ce qu'avait rêvé Émile Boutmy pour Sciences Po il y a un siècle. Car en fait, il faut bien pour ces élites, ces bons bourgeois, comme disait Voltaire, refaire une vitrine à la France. Cette France qui, ayant vu son niveau, on l'a vu tout à l'heure, s'effondrer dans les classements internationaux, ne peut plus aujourd'hui prétendre envoyer ses élèves dans les écoles internationales les plus prestigieuses. Alors d'un côté, on aura les gentils élèves qui maîtriseront les fondamentaux pour être juste à nouveau employables par leurs patrons qui auront plus besoin de remise à niveau d'urgence, mais par contre sans base philosophique suffisante pour parvenir à remettre en cause l'ordre établi des patrons. Et de l'autre, on aura les plus riches qui pourront s'offrir les cours privés et les meilleurs lycées avec les meilleures options pour se réserver l'accès aux meilleures écoles. Et je crois, on m'a dit d'ailleurs, que la question de la sélection pour rentrer au lycée est en train déjà de commencer à arriver sur Paris. Alors dans son programme pour l'éducation en 2017, Jacques Cheminade décrivait au sujet des grandes écoles justement, il faut former un nouveau type d'homme,
qui ne soit ni un grand prêtre de la science, ni une star du traitement de dossier, mais un être humain, aimant créer plutôt que gérer, sensible aux solidarités sociales plutôt qu'aux réputations et à l'argent, et rejetant l'injustice ou l'ennui du système dominant. Alors pour cela, il appelait à réintroduire dans ces grandes écoles, comme au début de Polytechnique avec Monge ou Carnot, l'enseignement des arts et de l'épistémologie des sciences. Et puis je voudrais vous citer aussi Pasteur, que Jacques Chuminat lui-même cite dans son programme, ce grand créateur, ce grand découvreur, et qui dit au sujet de l'enseignement des sciences, « On peut adopter 2 méthodes. L'une consiste à énoncer la loi et à la démontrer promptement, sans s'inquiéter de la manière dont elle s'est faite jour. L'autre, plus historique, rappelle les efforts individuels des principaux inventeurs et essaie de reporter par la pensée l'auditeur à l'époque où la découverte a eu lieu. La première méthode voit avant tout le fait, la loi, son utilité pratique. Elle masque aux jeunes gens la marche lente et progressive de l'esprit humain. La seconde illumine l'intelligence. Elle l'élargit, la cultive, la rend apte à se reproduire par elle-même, la façonne à la manière des inventeurs. » Alors, je ne sais pas si vous savez, mais M. Blanquer a nommé un conseil scientifique, une grande première au ministère de l'Éducation nationale, au ministère de l'Éducation nationale, sous l'égide des neurosciences et sous la présidence du grand neuroscientifique Stanislas Dehaene. Et ce conseil et cette science ont donné de très bonnes recommandations d'ailleurs, confortant même, dans une certaine mesure, notre propre approche basée sur la créativité, notamment sur le rôle de la musique et de l'émotion dans les apprentissages, sur les intelligences multiples, etc. Et vous me direz, puis en plus c'est bien, Blanquer il est pour la méthode Singapour, la chorale à l'école, le beau, le vrai, le bon, etc. Oui, mais voilà. Et je vais vous laisser avec un dernier paradoxe pour conclure. En 2012, il y a 2 chercheurs en neurosciences, je vous passe leur nom, qui ont publié un article dans le journal de la personnalité et de la psychologie sociale, où ils ont fait part de leurs expériences. Et ils ont prétendu avoir démontré un lien positif entre le fait d'avoir une personnalité créative et un penchant à adopter des comportements malhonnêtes, à savoir tricher et mentir lors des tests. Voilà une des conclusions des neurosciences. Le créateur peut être une anomalie, un problème dans une société. Et voilà pourquoi je vous ai dit au début de ne jamais vous fier aux apparences. Et surtout, pour l'amour de nos enfants, pour l'amour de ceux qui viendront après, de ne jamais cesser d'être créatif et surtout d'être politique. Voilà, je vous remercie.